Ah, le mur de Berlin. On en a tous entendu parler. Mais c'était bien plus qu'un simple mur. C'était vraiment l'un des symboles les plus forts, les plus glaçants du XXe siècle. Une véritable cicatrice de béton en plein cœur d'une ville, d'un pays et même de tout un continent. Et ça nous amène tout de suite à une question assez folle quand on y pense. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un pays construirait un mur pour enfermer son propre peuple? C'est vraiment la question centrale qu'on va explorer ensemble. Alors, pour comprendre ça, il faut faire un petit retour en arrière. On est juste après la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne, et surtout Berlin, sa capitale, est complètement divisée entre les vainqueurs. Et très vite, un énorme fossé idéologique se creuse. D'un côté, l'Est, contrôlé par les Soviétiques, et de l'autre, l'Ouest. Et cette division, eh bien, elle va pousser des tas de gens à partir. Et quand on dit des tas de gens, on ne plaisante pas. Regardez ce chiffre. 3,5 millions. C'est le nombre d'Allemands de l'Est qui sont passés à l'Ouest avant 1961. C'est juste énorme. Une véritable hémorragie. Le pays se vidait de ses forces vives, de ses travailleurs, de ses intellectuels. Le régime ne pouvait plus laisser faire ça. Du coup, la solution trouvée par les autorités est allemande, elle a été radicale, brutale même. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, sans prévenir, ils ont commencé à construire une barrière. Cette barrière, c'est ce qui allait devenir le mur de Berlin. L'objectif affiché, lui, était très clair, empêcher les gens de partir. Point. Sauf qu'un mur, ce n'est jamais juste des briques et du béton. C'était aussi, et surtout, un symbole. Un vrai champ de bataille idéologique. Et forcément, chaque camp avait son propre nom pour le désigner. C'est fascinant de voir les deux visions. Côté Est, la propagande officielle parlait d'un rempart de protection antifasciste. L'idée, c'était de se protéger du méchant Ouest capitaliste. Mais de l'autre côté, à l'Ouest, le nom qui a tout de suite pris, c'était beaucoup plus direct. Le mur de la honte. Et ce nom, le mur de la honte, il ne sort pas de nulle part. C'est Willy Brandt, qui était le maire de Berlin-Ouest à l'époque, qui l'a vraiment popularisé. En l'appelant comme ça, il a mis le doigt sur ce que tout le monde à l'Ouest pensait, que ce mur était un symbole d'oppression, une insulte à la liberté. Parce qu'au-delà de toute la politique et des grands discours, il y a la réalité des gens. Et là, le coût humain de cette division, il est juste immense. Du jour au lendemain, le mur a coupé en deux des familles, séparé des amis, des couples. La frontière est devenue une zone de danger constant. Et il faut bien imaginer ce que c'était. Ce n'était pas juste un mur. Non, c'était un système de défense monstrueux, quasi infranchissable. Il y avait ce qu'on a appelé le couloir de la mort, une bande de terre de plusieurs dizaines de mètres de large. Avec quoi? Des fossés, des barbelés, des projecteurs, et bien sûr, des miradors avec des gardes qui avaient l'ordre de tirer. C'était en somme la matérialisation du fameux rideau de fer. Et pourtant, malgré ce danger de mort, l'envie de liberté était tellement forte. Plus de 100 000 personnes ont quand même essayé de passer. Et les méthodes, c'est juste incroyable d'ingéniosité. Certains ont creusé des tunnels à la main, d'autres ont fabriqué des montgolfières, modifié des voitures. Tout était bon pour tenter sa chance. Le problème, c'est que sur toutes ces tentatives, plus de 100 000, à peine 5 000 ont réussi. C'est très peu. Chaque évasion réussie était un exploit, un petit miracle, une histoire de courage fou qui redonnait un peu d'espoir à tous ceux qui étaient restés de l'autre côté. Parce que le prix de l'échec, lui, était terrible. On estime qu'au moins 200 personnes sont mortes en essayant de traverser. C'est un bilan tragique qui nous rappelle de manière très crue ce que signifie vraiment l'oppression. Mais voilà, l'histoire nous apprend qu'aucun mur ne dure éternellement. Et à la fin des années 80, tout le bloc de l'Est commence à se fissurer. On sent qu'un vent de changement est en train de se lever et il souffle de plus en plus fort vers Berlin. Et là, en 1989, tout s'accélère d'un coup. C'est un véritable effet domino. Ça commence en Pologne, en Hongrie. En Allemagne de l'Est, les gens descendent dans la rue. La pression devient énorme. Et puis arrive ce jour, le 9 novembre 1989. Pendant une conférence de presse un peu chaotique, un officiel du gouvernement annonce, presque par accident, que les frontières sont ouvertes. Immédiatement. Ce qui se passe ensuite, c'est l'une des scènes les plus folles du XXe siècle. Des milliers et des milliers de gens, de l'Est et de l'Ouest, se ruent vers le mur. C'est une nuit de fête incroyable, des retrouvailles, des larmes, une joie immense. Et la foule, avec des marteaux, des pioches, commence à détruire elle-même ce symbole qui l'a divisé pendant si longtemps. Mais attention, la chute du mur, ce n'est pas la fin de l'histoire. En fait, c'est le début d'un tout nouveau chapitre, celui de la réunification de l'Allemagne. Un processus qui a été très rapide sur le papier, mais qui, dans la réalité, a été bien plus complexe. D'ailleurs, ses conséquences se ressentent encore aujourd'hui. Et les choses s'enchaînent à une vitesse hallucinante. Le 22 décembre, on rouvre la porte de Brandebourg, le symbole de Berlin. En juin 90, la démolition officielle commence.
Et le 3 octobre 1990, moins d'1 an après la chute du mur, l'Allemagne est de nouveau un seul et même pays. Voilà donc l'histoire du mur de Berlin. Une histoire de division, mais aussi de réunification. Mais elle nous laisse avec une question qui, elle, ne vieillit pas. Le mur de béton est tombé, c'est vrai, mais ça nous force à nous demander quels sont les murs, visibles ou invisibles, qui divisent encore notre monde aujourd'hui ?